Guillaume Métier est professeur en théorie urbaine de la ville, rapport espace et société au département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM. Comme sociologue, il s'intéresse aux formes urbaines contemporaines en tant que reflet de la société. Il a publié et dirigé des ouvrages sur l'architecture contemporaine et le patrimoine, et très récemment chez Atelier 10, son nouvel essai, La ville analogique, repenser l'urbanité à l'ère numérique. Il s'implique depuis quelques années dans le milieu du placemaking à Montréal, une approche d'aménagement qui se concentre sur la façon dont les espaces publics sont vécus, perçus et appropriés par les citoyens. Il est également le cofondateur du balado Cadre bâti. Monsieur Etier, la parole est à vous. Alors, j'ai pas de présentation, par contre. Je vais aller plutôt en mode TED Talk, disons, approximativement. Merci beaucoup. C'est intéressant de présenter tout de suite après, notamment la dernière présentation où on a parlé un petit peu du numérique, puis c'est là-dessus que je voudrais notamment rebondir, intervenir dans une perspective peut-être un peu différente, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mes objets de recherche, puis du travail que je fais en aménagement qui a trait à Montréal, mais je voudrais vous faire une proposition qui est un peu plus large, peut-être presque plus philosophique jusqu'à un certain point. Et je travaille aussi avec la ville sur un mandat où on essaie de repenser l'appropriation des espaces publics à Montréal, l'évolution des typologies, des usages, et notamment il y a un lien là, avec le centre-ville de Montréal. Euh, une question fondamentale qu'on se pose quand on réfléchit à l'urbain, à la ville, c'est la distinction entre l'espace privé et l'espace public. On l'a déjà nommé précédemment. Et c'est une question qui peut sembler simple en apparence, enfin du moins on peut la décrire comme ça, c'est-à-dire c'est le statut légal d'espace. Puis, bon, c'est assez évident quand on se trouve à l'intérieur de sa maison, enfin, il y a un absolu extérieur, un absolu intérieur. Mais évidemment, puis vous le savez, dès qu'on s'intéresse davantage à la question, elle se complique davantage et davantage, hein. C'est-à-dire, d'une part, l'espace public est un concept très vaste hein, qui désigne autant un idéal civilisationnel d'échange libre des idées dans l'espace public, hein, jusqu'à, au fond, la coprésence concrète au jour le jour dans des situations urbaines, dans des rues, des galeries marchandes, transports en commun, dans des parcs, places publiques, placettes aussi, effectivement, en temps et lieu. D'autre part, parce que, mais ensuite, la distinction, la frontière entre ce qui est le domaine privé, le domaine public, est assez floue en réalité, hein. Il y a toutes sortes d'interfaces qui sont en réalité très poreuses, qui évoluent dans le temps, hein. Qu'on pense aux ruelles, par exemple, on est vraiment donc à la fois dans la cour arrière des gens, des familles, mais dans un espace qui est public aussi. On a évoqué le café, c'est la même chose, hein. C'est un espace techniquement privé, mais qui est public jusqu'à un certain point. On pourrait parler aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, des bulles numériques dans lesquelles on s'insère maintenant quand on se promène dans l'espace public, hein. Donc, vous avez vu autour de vous dans le métro, tout le monde est ailleurs, en réalité, dans une situation constante d'ubiquité, hein. L'ubiquité, c'est la capacité d'être ici et ailleurs simultanément. Et ça m'amène sur mon terrain de la question numérique, hein. C'est-à-dire que plus récemment, le numérique, bon, a ajouté une complexité supplémentaire à notre rapport à l'espace public, notamment depuis une dizaine, quinzaine d'années, depuis que le numérique est devenu ubiquitaire, hein, donc précisément on le transporte sur nous, c'est pas juste quelque chose qu'on fait à la maison le soir ou pendant le jour. Et j'avais lu dans un livre de euh, Nicholas Mack, qui est un urbaniste hongrois, pas hongrois, mais autrichien, en tout cas dans lequel il pose la question suivante. Et il dit, c'est anecdotique, mais vous allez vous reconnaître certainement. Il dit, imaginez, vous êtes toute la journée dans votre chambre, chez vous, vous travaillez sur votre laptop, vous échangez des emails, vous achetez des choses en ligne, vous partagez votre opinion, allez lire ce que d'autres disent sur des questions, etc. Un Zoom, blablabla. Bon, grosse journée de travail, vous êtes très occupé, branché partout dans le monde, allez lire les nouvelles, etc., les commenter. À 5 heures, vous fermez votre laptop, vous allez prendre une marche dans votre quartier pour vous changer les idées. La question qui pose est la suivante. Quel est l'espace public? Quel est l'espace privé dans ce contexte-là? Hein, c'est comme si en réalité, il y avait une sorte de renversement. C'est-à-dire que l'espace public
il est dans votre chambre jusqu'à un certain point. L'espace privé, c'est la ville dans ce contexte-là, dans la façon dont on l'utilise. Et alors, c'est une anecdote, mais c'est assez fondamental pour réfléchir à l'avenir des villes, des centres-villes. Si, par exemple, l'espace public, donc largement migré vers les médias sociaux, notamment, vers la vie en ligne, ce qui est déjà en train d'advenir, si le télétravail réduit l'importance de la localisation, où qu'on se trouve dans la ville, ben, à quoi bon converger encore dans des villes, dans des centres-villes? À quoi bon se retrouver ensemble dans des endroits qui favorisent la rencontre? Alors, moi, ma réponse à moi, elle n'est pas définitive, mais ça fait quelques années, donc ça a été évoqué pendant un instant. Alors, ça vient de sortir, là, j'ai pas de présentation, mais je vends du matériel. Moi, c'est une autre stratégie. C'est sorti jeudi cette semaine en librairie, La ville analogique. Ben, en fait, ma réponse consiste tout simplement à dire que, ben, d'une part, la pandémie, je pense, nous a collectivement fait réaliser que, en réalité, les contacts de personne à personne, tangibles, ne sont pas excédentaires. C'est pas quelque chose qui est compliqué, nuisible, enfin, ou qu'on peut juste remplacer par quelque chose. Je pense que le fait en ligne d'être toujours dans des endroits différents, ce fait-là arrête pas de se rappeler à nous-mêmes. On reste connecté, mais déconnecté jusqu'à un certain point. Et je précise un petit mot ici. Le travail dans mon essai n'est pas du tout ni réactionnaire ou nostalgique, mais c'est plutôt de dire ben, comment est-ce qu'on peut composer avec ces rapports-là. Alors, je pense qu'au contraire, on constate que les humains sont grégaires et que le fait de partager un espace comme on le fait aujourd'hui a des propriétés émergentes. Il y a des choses qui se produisent qui, ben, à ce jour, ne se reproduisent pas encore virtuellement. Peut-être un jour dans le métavers, mais bon, on verra, on en reparlera après si vous voulez. Non, mais toutes sortes de choses. Je pensais à un truc l'autre jour, mais comment reproduire le charisme d'une personne sur Zoom? Ça n'existe pas, c'est quand même impossible. Mais pourquoi ça n'existe pas? Alors là, il y a toutes des réflexions qui existent depuis une centaine d'années sur qu'est-ce qui fait la force de la rencontre des visages, par exemple, chez Lévinas, qu'est-ce qui fait la force de la rencontre dans l'espace public? Qu'est-ce que fait l'ambiance aussi, ce qui n'est pas banal si on s'intéresse au design urbain, à l'architecture, à l'urbanisme. Il y a tout un ensemble d'informations diffuses, complexes, qu'on partage en temps réel dans un lieu, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, qui compte. Alors, ça me menait à un certain nombre de considérations, mais disons peut-être plus spécifiquement sur le plan urbanistique. Ce que j'ai suggéré dans ce livre-là, c'est ben, au lieu d'accepter, je dirais passivement, la numérisation de la ville, parce que c'est ce qu'il faut faire, parce c'est inévitable, puis il faut mettre des microprocesseurs partout, etc., etc. Vous voyez un petit peu la dynamique. Ben, peut-être que c'est l'occasion d'une réflexion où on pourrait en fait miser sur les qualités propres aux espaces urbains pour contrebalancer jusqu'à un certain point notre vie en ville. C'est-à-dire que plutôt que d'offrir l'extension de la même chose, de dire, ben, qu'est-ce qu'il y a déjà dans la ville qui fait sa force et puis comment est-ce qu'on pourrait la mettre en valeur dans une espèce de proposition qui consiste à dire qu'on a peut-être à recalibrer jusqu'à un certain point notre vie qui se numérise par des expériences tangibles, riches, qui sont plus intéressantes. Et ben, on peut peut-être même aller un petit peu plus loin, puis réfléchir à ce qui fait les défauts du numérique aussi. On est en train de constater, en plus, c'est-à-dire, je ne sais pas si, comme moi, vous avez accepté depuis quelques années, un peu passivement, qu'il y a des choses qu'un téléphone, d'abord, bouleverse complètement votre vie au jour le jour, que au lieu de demander à quelqu'un dans la rue votre chemin, ben, vous allez consulter votre téléphone, etc. Il y a tout un ensemble de comportements qui ont changé comme ça. Et je dis passivement parce que, bon, je ne me rappelle pas, moi, quand est-ce que j'ai accepté cette proposition-là, elle s'est imposée. Puis un jour, j'étais rendu à regarder mon téléphone 150 fois par jour. Si je me fie à la moyenne canadienne, ce qui est hautement improbable, je pense que les gens montent sur les données là-dessus. Alors, ben, je vous donne quelques exemples de propositions. Ben, on dit que la vie va trop vite dans les médias sociaux. On est toujours happé par une actualité qui nous demande de nous positionner rapidement sur des sujets. Puis je parle dans le livre de l'obsolescence programmée du débat public. C'est comme s'il fallait se positionner, puis il faut que ça soit clair en plus, notre position. Puis là, enfin, un peu plus lent à se positionner sur des sujets comme moi arrive une semaine plus tard, puis on est déjà complètement dépassé. Eh bien, c'est intéressant de voir qu'en fait, la ville est un lieu et peut être un lieu
qui favorise la lenteur de toutes sortes de façons, hein, qui peut favoriser davantage la déconnexion. Euh, alors, tu sais, on parle dans les parcs, bon, c'est bien qu'il y a de l'Internet partout, mais pourquoi il n'y a pas davantage d'endroits où on a le droit de se déconnecter, on a la possibilité de le faire? Comme je disais tout à l'heure, tu sais, c'est bien quand on a de l'argent, on a un chalet à la campagne, puis là, on va décrocher pendant quelques semaines, puis c'est donc merveilleux, le Wi-Fi ne fonctionne pas bien, alors je me suis ressourcé. Mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire ça, qui sont dans les villes. Alors, un jour, ben, peut-être qu'il faudra se poser cette question-là. Donc, dépasser notre optimisme initial pour le numérique. Euh, alors, le droit de la déconnexion, mais c'est aussi, bon, favoriser la mobilité douce, merci, hein, qui notamment est une façon aussi d'expérimenter la ville avec plus de lenteur, de s'y perdre, etc., etc. On dit que la vie en ligne est dépersonnalisée, polarisante, hein, tout est un peu abstrait. Bon, on a des ennemis qu'on est supposé croire en bloc comme des caricatures, les gens dans notre clan, etc., etc. Et l'idée, c'est pas de dire, ben, on a déjà, disons, dans les villes, quelque chose qui remplace complètement ça, mais pourquoi pas investir davantage dans des espaces publics comme lieu justement de rencontre avec l'altérité, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, la vraie altérité, des gens qu'on a peu l'occasion de rencontrer aujourd'hui, hormis dans des cercles intimes ou en ligne. C'est comme s'il manquait quelque chose peut-être entre les deux. Donc, moi, je dirais davantage de ça. Hein, comment ça peut se faire? Ben, notamment par le placemaking, justement, par les urbanismes agiles. Il y a un projet sur lequel j'avais travaillé, ben, sur lequel je travaille encore, c'est juste qu'il n'est pas fini, c'est pour ça que j'en parle dans ces termes-là, où on regardait un site qui avait été créé par la Pépinière, puis on demandait aux gens, donc un site de placemaking, puis on demandait aux gens s'ils avaient rencontré là des personnes à qui ils n'avaient jamais parlé dans leur quartier précédemment. La moitié nous avait dit oui. De cette moitié-là, une autre moitié avait dit conserver à ce jour des contacts avec ces voisins-là. Et 10% de notre échantillon, puis il y avait 250 personnes environ, 10% nous disaient qu'ils maintenaient à ce jour des contacts avec ces personnes-là, de toutes sortes d'ordres divers. Alors, c'est pas rien, hein, c'est-à-dire qu'il suffit des fois de mettre en place des conditions de la convivialité, hein, qui est même pas de se rencontrer, c'est juste donner la possibilité de pouvoir dialoguer éventuellement. On dit que tout est performance en ligne, tout est enregistré, tout est un positionnement dans le monde. Peut-être qu'il faut inventer d'autres lieux pour se parler, pour partager des points de vue sur toutes sortes de questions. On dit que la ville intelligente va rendre la ville parfaitement efficace, efficiente. Peut-être, c'est peut-être intéressant comme projet, mais il faut peut-être considérer aussi que ce qui fait la beauté puis la richesse d'une ville, c'est ses défauts, ses imperfections, sa capacité d'accepter qu'il y ait des adolescents, par exemple, qui s'y perdent. Puis bon, alors je ne suis pas en train de dire faut valoriser les graffitis ou la criminalité, mais bon, il y a des années comme ça où on a besoin de se perdre dans des interstices de la ville, dans des espaces qui ne sont pas encore complètement formalisés, hein, dans des friches urbaines notamment. Donc, peut-être qu'il faut valoriser aussi davantage de l'informalité dans ce contexte-là. Alors, je dirais, pour le centre-ville, en terminant, mais je pense qu'il faut en faire un vrai milieu de vie, hein, c'est-à-dire un vrai cœur de quartier avec la possibilité de s'y ancrer, d'avoir des tiers-lieux dans son sens original, c'est-à-dire des lieux entre la maison et le travail ou l'école, mais des tiers-lieux où jadis on se réunissait, que c'était à travers des églises ou des paroisses ou des syndicats, etc., des lieux qui existent de moins en moins en réalité. Peut-être qu'il faut en créer des nouveaux, hein. Un peu comme on avait créé à une autre époque des parvis d'église qui étaient faites pour que les gens se réunissent après la messe puis discutent. Mais bon, il n'y a plus personne dans les églises aujourd'hui, alors les parvis n'existent pas. Donc, il faut peut-être, en réalité, puis je vais terminer là-dessus, inventer des nouveaux parvis dans les villes, notamment en centre-ville. Merci.